Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler intelligence artificielle et trading. Parce que ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que l'intelligence artificielle peut tout faire. On nous montre des intelligences artificielles qui peuvent peindre des tableaux, qui peuvent coder des jeux vidéo, qui peuvent conduire une voiture, qui peuvent réussir les examens les plus difficiles. Et pourtant, on n'a toujours pas vu de gros fonds, de gros hedge funds qui arrivent à gagner énormément d'argent basé sur l'intelligence artificielle. Moi, je me serais attendu à voir émerger depuis, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, comme ça, des fonds qui ont trouvé des stratégies basées sur de l'intelligence artificielle et qui cartonnent, qui ont des performances de 100% par an. Et pourtant, on n'a toujours rien. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, je me suis penché sur le sujet et on va essayer de voir ça ensemble. Alors, bien sûr, il y a un fonds qui sort du lot, qui lui a de super performances avec des stratégies quantitatives. C'est le fonds Médaillon de Renaissance Technologies. Alors, on ne sait pas réellement ce qu'ils font, mais le fait qu'ils aient de super performances depuis 1994, donc presque 30 ans, prouve que même s'ils ont probablement des modèles qui marchent sur du machine learning, ils sont probablement considérés comme basiques aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas du tout utilisé des modèles qui sont équivalents avec les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas des nouveaux fonds, une dizaine de nouveaux fonds basés sur l'intelligence artificielle actuelle avec des performances similaires. Parmi les raisons, bien sûr, la première, celle auquel j'ai tout de suite pensé, c'est le fait qu'il y a une grande part de hasard en bourse. En fait, plutôt que de hasard, on peut parler de bruit, de chaos, etc. Et on ne connaît pas la part du bruit dans les cours de bourse et la part du déterminisme, ce qu'on pourrait arriver à prédire. Est-ce que c'est 80-20 ? Est-ce que c'est 99%, 1% ? Est-ce que c'est 50-50 ? Ce qui est sûr, c'est que la valeur d'une entreprise ne varie pas de plusieurs pourcents tous les jours. Or, c'est ce qu'on constate tous les jours sur les marchés financiers. On peut donc imaginer que la plupart des mouvements sont aléatoires, sont non prévisibles. Ce qui veut dire que même un modèle d'intelligence artificielle qui serait totalement parfait, même ce modèle qui arriverait à prévoir tout ce qui est prévisible, finalement, il n'arriverait à prévoir que, disons, 20% des cours de bourse. Et ça, c'est vraiment la première chose qui pose problème à l'intelligence artificielle en bourse, c'est toute cette partie, en fait, qui est floue, qui est basée sur le bruit. Et on voit que l'intelligence artificielle, elle est forte là où il n'y a pas de hasard, là où tout est déterminé, par exemple, sur un score à un examen, surtout des examens de type QCM, ou bien, par exemple, conduire une voiture. À chaque fois qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, à une scène donnée, il va y avoir une bonne réponse. À un feu rouge, on s'arrête. À un feu vert, on démarre, sauf s'il y a une voiture devant soi. Si les voitures freinent, on va freiner aussi, etc. C'est assez facile, en fait, dans une situation donnée, de dire voilà la bonne chose à faire et voilà la mauvaise chose à faire, ce qu'on n'arrive pas du tout à faire en bourse. Le deuxième défi pour l'intelligence artificielle en trading, c'est le manque de données. Parce qu'on oublie souvent que derrière les performances d'un modèle comme GPT-3 ou GPT-4, il y a d'énormes bases de données. ChatGPT-3 utilise 175 milliards de paramètres. On ne parle pas de données, de paramètres. Donc imaginez le nombre de données nécessaires pour avoir un modèle de 175 milliards de paramètres. GPT, quand on lui pose la question, GPT-4, quand on demande sur combien de données a été entraîné GPT-3, nous dit qu'il a été entraîné sur 45 téraoctets de données, soit l'équivalent de plusieurs milliards de pages web. Et pour GPT-4, le nombre de paramètres n'est pas divulgué, mais on parle de 500 fois plus que GPT-3. Et ces modèles s'entraînent sur des années de données, des décennies même de données, voire même des siècles de données, parce qu'ils n'utilisent pas qu'Internet. Ils ont aussi accès à tous les livres numérisés, et je pense qu'aujourd'hui, quasiment tous les livres, une grande partie des livres ont déjà été numérisés, etc. Donc on voit, la somme de données est vraiment énorme. Alors que les modèles de trading, ils utilisent en comparaison un nombre faible de données. Parce qu'on a les cours de bourse des différents actifs, ok, mais ça on va l'avoir sur quelques années en fait d'historique. Parce qu'aujourd'hui, si vous achetez des données, vous allez avoir des données tick par tick, c'est-à-dire vraiment toutes les transactions, idéalement tous les carnets d'ordre aussi. Mais dès que vous allez remonter un petit peu dans l'histoire, vous allez voir que vous allez trouver plus que des cours d'ouverture, clôture, et puis avec les plus hauts et les plus bas de la journée. Donc si vous voulez avoir un historique un peu costaud, vous allez voir que votre nombre de données disponibles baisse énormément.
Alors ensuite, bien sûr, il y a les données fondamentales, mais on a des données qui sont uniquement trimestrielles sur les actions aujourd'hui, donc on ne va pas bien loin. Et puis, si vous regardez un bilan, un compte de résultat, un cash flow, la plupart de ces données ne sont pas significatives, et finalement, pour une entreprise, on va tomber sur quelques dizaines de données qui vont être publiées tous les trimestres et qui vont être réellement importantes. Ensuite, bien sûr, vous pouvez rajouter les données macroéconomiques. Mais là, à nouveau, même si vous prenez tous les pays du monde, on va avoir quelques centaines de données qui vont être publiées tous les mois. Vous pouvez prendre les discours des banques centrales, les discours des PDG, etc. Mais on va, malgré tout ça, rester sur un nombre limité de données, en tout cas un nombre limité de données importantes par rapport aux IA généralistes comme ChatGPT. Donc même si vous arrivez à créer un super modèle d'IA, il aura été entraîné sur un nombre de données qui ne sera pas optimal. Et puis, vous allez rater quand même pas mal de données qui sont extérieures à ces données. Par exemple, sur Orpea, s'il y a un livre qui sort, qui va dénoncer des scandales dans les EHPAD, etc., ce ne sera pas capté sur le Covid, bien sûr. Ça ne va pas être capté quand il commence à y avoir des problèmes sur le marché immobilier, sur les crédits qui sont accordés, qui ne sont pas d'assez bonne qualité. Au départ, ça ne se voit dans aucun chiffre. Donc la crise des subprimes, c'est pareil, elle va passer sous le tapis et vous n'arriverez pas à l'anticiper. Après, peut-être que le modèle va bien réagir, mais sachant que c'était une crise d'une ampleur sans précédent, en tout cas dans ce domaine-là, à nouveau, le modèle n'aura pas été entraîné sur un bon set de données. Et ça, c'est mon troisième point, c'est le fait que les intelligences artificielles, mais d'ailleurs comme la plupart des modèles quantitatifs de trading, sont entraînés sur des données du passé. Donc à chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau, même si, je parlais du Covid, même si vous prenez en compte les pandémies, etc., quand vous commencez à avoir des données d'infection qui commencent à arriver, etc., et qui permettraient peut-être d'avoir une réponse du marché financier, en fait, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'était du jamais vu. Donc même si vous avez le meilleur modèle d'intelligence artificielle, même si vous y avez inclus des données, par exemple d'infectiologie, peu importe, vous n'allez pas avoir la bonne réponse, le modèle ne va pas réagir tout simplement parce qu'il n'aura jamais été entraîné sur une pandémie de type Covid-19. Passons maintenant au quatrième point. Admettons que le hasard ne joue pas une grande partie en bourse, donc je n'y crois pas, mais on va se mettre dans ce scénario-là. Donc admettons qu'on peut réellement prévoir tous les cours de bourse. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, admettons qu'on ait assez de données pour entraîner le modèle. On arrive vraiment à tout choper, des données tic par tic, etc., suffisamment loin dans le passé, toutes les données fondamentales, et que ça suffise pour créer un modèle avec suffisamment de paramètres qui nous permettent donc de tout prévoir. Ensuite, admettons, le troisième point, admettons que on a entraîné sur des bases de données et que ce qui se passe dans les prochains mois ou les prochaines années ait déjà eu lieu dans le passé. Donc on n'a absolument rien de nouveau, le modèle ne découvre rien, il arrive à trouver des bonnes prévisions à chaque fois puisqu'il n'y a rien de nouveau. Donc on va prendre ces trois hypothèses-là. Donc dans ce cas-là, on va avoir un problème qui va nous détecter des anomalies de marché, qui va pouvoir nous dire ce qu'il faut acheter ou ce qu'il faut vendre. Mais reprenons nos exemples de ce qui est capable de faire une intelligence artificielle. Je vous avais dit qu'il est capable, d'écrire une chanson, de créer une peinture, etc., ou de conduire une voiture, par exemple. Le fait qu'il fasse 10 belles peintures, elles ne seront pas identiques, ces peintures, parce que chacun va demander quelque chose de différent, et même en demandant la même chose, le modèle va générer souvent des peintures différentes. Donc, ça ne pose pas réellement de problème que l'intelligence artificielle arrive à créer des dizaines, des centaines ou des milliers de très belles peintures, ou bien fasse des très belles rédactions pour un devoir d'histoire, de philo, ou peu importe, ou bien qu'il conduise bien une voiture. Alors qu'en trading, c'est un petit peu différent, parce que quand vous arrivez à détecter une anomalie, quand vous voyez qu'il y a un problème quelque part sur le marché, et que vous commencez à acheter des actions ou à en vendre, petit à petit, cette anomalie va se résorber. Et ça, c'est ce qu'on voit dans toute l'histoire de la bourse. À l'époque de Benjamin Graham, les entreprises, par exemple, leur cours de bourse n'avait rien à voir avec la valorisation de l'entreprise. Personne ne regardait les bilans, les comptes de résultats, etc. Il n'y avait pas d'analyste financier, en tout cas très peu de personnes le faisaient. Donc on pouvait détecter des anomalies et c'est là que la stratégie value, la stratégie de Benjamin Graham a été créée. Aujourd'hui, je ne dis pas que les cours de bourse représentent exactement la valeur de l'entreprise, mais en tout cas, on est globalement dans des choses qui sont plutôt cohérentes, même si on peut se tromper, le marché peut se tromper de plusieurs pourcents, plusieurs dizaines de pourcents, voire même du simple au double, mais en tout cas on reste globalement dans la même échelle. Et plus les marchés ont évolué, plus les techniques ont évolué, plus ces anomalies se sont résorbées. Et par exemple dans les années 80, voire même les années 90, vous pouviez arbitrer de l'IBM qui était coté à la fois en dollars à la bourse de New York et puis en francs à la bourse de Paris, en Deutsche Mark en Allemagne, etc. Vous pouviez comme
comme ça détecter des anomalies. Et plus ça a été fait par beaucoup de traders, plus des modèles de trading se sont mis à le faire, plus ces anomalies ont disparu. Et le problème, c'est que si effectivement une intelligence artificielle arrive à détecter des anomalies de marché, il faut absolument que vous soyez le seul à utiliser ce modèle d'intelligence artificielle. Il ne faut pas que ce soit un modèle ouvert comme le modèle ChatGPT par exemple, utilisé par des milliers de millions de gens. Il ne faut absolument pas que ce soit le cas, sinon ces anomalies vont se résorber. D'où toute cette culture du secret autour des modèles de Renaissance Technologies, par exemple, dont on a parlé au début, et le fait qu'ils ne peuvent pas avoir trop d'actifs à gérer s'ils ne veulent pas voir leur performance baisser. 5e point qui explique pourquoi, même si tous les hedge funds disent qu'ils veulent faire de l'intelligence artificielle, même si tous les hedge funds travaillent dessus, même s'ils essayent d'embaucher des spécialistes d'intelligence artificielle, il y en a peu qui mettent réellement de l'argent dessus, en tout cas beaucoup d'argent. C'est que les modèles d'IA, c'est du machine learning la plupart du temps. C'est-à-dire que vous allez balancer des données au modèle et le modèle va vous construire une espèce d'usine à gaz qui va vous dire quoi acheter, quoi vendre. Mais ces modèles ne peuvent pas être analysés. En fait, la manière dont ils sont faits, la plupart, on ne peut pas faire de reverse engineering. On ne peut pas soulever le capot de l'IA et comprendre comment est fait le moteur. Enfin, le moteur, à la limite, on peut le comprendre. Mais quelles règles ont été utilisées exactement? Quelles sont les sources pour nous donner cette stratégie de trading? Ça ne se passe pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. En fait, ça va généralement être vraiment une black box. Et ce n'est pas comme ça que les hedge funds ont été habitués à créer des stratégies de trading. Enfin, je dis hedge fund, mais ça peut être n'importe quel type de trading. La manière dont ça se passe de manière très standard, c'est qu'on va avoir d'abord une idée ou bien une intuition. On va essayer de tester, de chercher une anomalie ou quelque chose qu'on a vu dans le marché. On sent qu'il y a quelque chose à faire. On va ensuite développer un modèle avec un certain nombre de paramètres. On va tester ce modèle sur des données du passé. On va optimiser nos paramètres. On va retester sur d'autres données du passé pour éviter de suroptimiser le modèle. Et on va mettre ça en production et on va voir si ça marche. L'avantage de ce type de modèle que Stephen Cohen, le fameux gérant de hedge fund, appelle le man plus machine, l'avantage de ce modèle, c'est que si ça commence à ne pas marcher, on peut ajuster les paramètres, on comprend comment le modèle a été construit, on comprend éventuellement pourquoi le marché maintenant agit différemment, est plus rapide, plus lent à s'adapter, peu importe. Donc on arrive à comprendre ce qui se passe et on peut faire quelques ajustements. Alors que quand vous avez une black box, comment est-ce que vous pouvez corriger ce que le modèle vous a dit si le modèle commence à ne plus marcher? Et pire que ça, déjà, comment vous allez vendre à des clients le fait qu'ils investissent chez vous, mais vous ne pouvez même pas leur expliquer le cœur de la machine. En fait, vous ne pouvez même pas leur donner quelques exemples de règles qui sont appliquées. Et si ça commence à mal tourner, comment vous pouvez l'expliquer aux clients? Comment est-ce que vous pouvez de manière confiante leur dire « Non, mais il faut absolument rester investi dans cette stratégie, là on a eu un drawdown important, mais ne vous inquiétez pas, ça va repartir » si vous n'avez même pas si vous n'avez même pas accès exactement aux règles qui sont appliquées. Et selon moi, une dernière différence qui permet d'expliquer pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est très forte dans plein de domaines, mais pas forcément en trading, c'est tout simplement que la plupart des intelligences artificielles qu'on voit aujourd'hui ont été entraînées sur des données qui ont été générées par les humains. En fait, ce que font ces intelligences artificielles, c'est tout simplement de copier ou plutôt de transformer ce qui a été fait par des humains. Par exemple, quand on demande à une intelligence artificielle de nous écrire une chanson ou bien de peindre un tableau, le tableau, il va être basé sur des centaines de milliers de tableaux qui ont été numérisés. Il va mixer un petit peu tout ça, basé sur des mots-clés. Il va vous sortir un tableau qui va prendre une partie d'une photo, l'inclure dans tel décor, etc. C'est la même chose par exemple au poker, où il y a beaucoup de hasard qui est inclus. Je ne parle pas forcément des échecs, mais les échecs, c'est la même chose. En fait, ce qui va entraîner le jeu de poker, c'est souvent d'étudier des milliers, des millions de parties qui ont été jouer et pour voir quels sont en fait les coups qui ont été les plus rentables dans une situation donnée. C'est pas forcément de calculer toutes les possibilités, c'est de voir comment les humains ont joué et de regarder statistiquement quels sont les coups qui sont les plus favorables en fait dans cette même configuration. Donc on le voit, le fait de copier les humains, c'est très bien, mais parce qu'on a des super joueurs de poker, on a des très bons joueurs d'échecs, on a des super parties qui ont été jouées, pareil, on a des très beaux peintres, on a des très beaux livres. Donc
Donc c'est facile de faire écrire un livre, de faire écrire un scénario de film, de faire écrire une chanson à ChatGPT parce que des humains ont déjà fait ça des milliers de fois, des millions de fois, et donc ChatGPT va prendre un peu partout en fait des données pour nous créer quelque chose de bien. Mais en trading, on le sait très bien, la grande majorité des humains sont moins forts que le marché, ils n'arrivent pas à générer une surperformance par rapport au marché. Donc ChatGPT n'a tout simplement, enfin je dis ChatGPT, mais ça peut être n'importe quelle intelligence artificielle, n'a tout simplement pas la matière pour trouver des stratégies qui surperforment le marché. Donc en fait, ce qu'on lui demande, c'est beaucoup plus compliqué que juste conduire une voiture ou bien faire une peinture. Parce que ce qu'on lui demande, on lui demande de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, que la plupart des humains n'arrivent pas à faire. Alors il y en a quelques-uns comme ça qui sortent du lot. On n'arrive toujours pas à savoir si c'est de la chance, si Warren Buffett est là par chance ou non, puisque statistiquement, il y a des milliers, centaines de milliers de personnes qui ont essayé d'être comme lui et il y a un seul Warren Buffett. Donc est-ce que c'est pas finalement purement de la chance? Ça, on n'arrive pas à le déterminer. Je vous renvoie au livre de Nassim Taleb si vous posez des questions sur le hasard. Donc, vous voyez, on demande quelque chose qui est beaucoup plus compliqué en fait à une intelligence artificielle, alors qu'on a l'impression en surface que c'est la même chose finalement. Comme il a beaucoup de données, on lui demande d'optimiser une stratégie de trading, tout comme on va lui demander plein d'autres choses. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas au niveau. Alors, soyons clairs, je suis persuadé qu'à un moment, ça va arriver. À un moment, il y a quelqu'un qui va arriver à utiliser l'intelligence artificielle et qui va avoir suffisamment confiance en son modèle, même s'il ne le connaît pas complètement, pour mettre de l'argent dessus et pour générer des gros revenus. Alors, j'aimerais vous trouver comme ça des fonds qui sont basés à 100% sur l'intelligence artificielle et qui performent énormément. J'aimerais vous dire que Renaissance Technologies, dont on a parlé au début, que son fonds Médaillon est basé sur l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que c'est le seul exemple qu'on ait et on n'est pas sûr que ce soit 100% de l'intelligence artificielle qui soit utilisée, non pas des modèles statistiques comme font la plupart des hedge funds quantitatifs. Voilà pour mes théories en fait sur ce qui explique pourquoi l'IA n'est pas très forte en trading. Est-ce que vous pensez la même chose que moi ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer pourquoi l'intelligence artificielle a si peu de succès? En fait, c'est pas qu'elle n'est pas utilisée, c'est qu'elle a si peu de succès en trading ou en tout cas pas à ma connaissance. Et si vous connaissez des fonds, à part le fonds Médaillon, qui sont basés à 100% sur l'intelligence artificielle et qui cartonnent, qui ont des super performances, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà pour aujourd'hui. Merci encore pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos notes sur le podcast. C'est vraiment super sympa. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.